En fait, je ris parce que... comment dire ça? Oui, oui, non, non, je disais je ris parce que dans le studio, vous ne voyez pas ça, hein. C'est pour ça que nous ne faisons pas de la télé. Puis c'est... Attends, il y a le Non, live non, non, Facebook. non, 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 on va pas... Jade, rebonjour d'abord, Jade. Bonjour Cyril. Et puis dis bonjour à ton monde, là. Bonjour tout le monde. Oui, parce qu'on se plaint que tu dis pas bonjour. Oui, non, parce que ça a commencé en disant Showtime. Je vous dis, on a de la visite ici dans ce studio. Comment vous voulez faire une émission sérieuse avec ça? Journée internationale. On se calme, Jade. On se calme. Journée internationale des droits des femmes. Voilà. Bon, ok, c'est parti. Et ouais, tu as choisi un angle un peu particulier pour parler de ça. On l'a dit en introduction, là, pour parler de ces femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. En mettant un axe volontiers, mais ça tu vas nous expliquer pourquoi, sur les femmes noires. Exactement. Pourquoi je pensais que tu allais, je sais pas, aujourd'hui, choisir un sujet peut-être, ouais, on est dans le droit des luttes, ou je sais pas, je comprends bien, mais pourquoi aujourd'hui ce choix? Tout d'abord, on avait eu pour mission, donnée par notre producteur, de choisir une chronique dans le thème du 8 mars, Oui. Journée des droits des femmes. Ça, on est d'accord. Donc, je tiens à faire souligner que j'ai suivi la mission. Pour une fois, j'ai suivi le mot d'ordre, ce qui est très rare, soit dit en passant. Mais c'était important pour le 8 mars. C'est bien que ce soit toi-même qui le dis. Voilà. Et malgré ça, il y a quand même une critique de la part de Cyril. J'ai juste posé une question. Voilà. Non, ce qui m'intéressait dans ce sujet-là, c'est que souvent, quand on parle de ces femmes qui ne veulent pas d'enfants, ça a toujours tendance à être ciblé sur les femmes blanches, moyenne classe et haute classe. On a rarement des articles, des études où ne serait-ce que des interviews de femmes qui ne veulent pas d'enfants, des femmes noires. On ne les entend pas parler. Et du coup, je me suis interrogée, c'est est-ce que les femmes noires veulent toujours autant d'enfants? Est-ce que nous avons des valeurs natalistes plus importantes que les autres? Parce que ce qui est très intéressant, c'est que lorsque j'ai commencé à faire mes recherches un peu sur ces femmes qui ne veulent pas d'enfants, je suis notamment tombée sur un article qui montrait que les femmes noires et les femmes hispaniques étaient de nos jours les communautés de femmes qui voulaient toujours le plus d'enfants. C'est-à-dire que c'était dans ces communautés-là qu'on avait le moins de femmes revendiquant le droit de ne pas avoir d'enfants, alors que c'est en augmentation, notamment parmi les femmes blanches, parmi les femmes d'autres communautés, mais pas du tout parmi les femmes noires et parmi les femmes hispaniques. Et l'article n'avait vraiment pas commenté plus que cela les données. Donc moi, je m'étais demandé, est-ce que c'est parce qu'en tant que femme noire, on a, comme j'ai dit, des valeurs natalistes, une plus d'envie d'avoir des enfants, ou au contraire, est-ce qu'on se trouve dans une communauté qui nous laisse moins le choix, l'opportunité, l'option de ne pas avoir d'enfants, d'être ouvertement contre le fait d'avoir des enfants par choix de vie. Donc du coup, ça m'a un peu interpellée là-dessus. Et pour la journée des droits des femmes, le 8 mars, le droit d'avoir accès à son corps, le choix d'avoir des enfants non, touche à énormément de droits. Donc je me suis dit, bien comme ça, je respecte la demande de monsieur Cyril Ekwala. Donc tout d'abord, il faut bien remettre en question, remettre en contexte. En anglais, j'ai beaucoup apprécié ces termes-là qui n'existent pas en fait en français. C'était childless against child free. Donc c'est-à-dire qu'il y a childless, ce sont les femmes qui veulent avoir des enfants, mais qui pour des raisons autres n'ont pas pu en avoir, c'est-à-dire souffrent d'une stérilité, ou alors n'ont pas eu le temps, ou n'ont pas rencontré la bonne personne à temps, n'ont pas pu avoir d'enfants. Donc là, on parle de childless, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais il faut reconnaître. Child free, c'est vraiment les femmes qui ont l'opportunité, la possibilité d'avoir des enfants, biologiquement parlant, dirons-nous, mais n'en veulent pas. On fait le choix ouvertement, je ne veux pas d'enfants, et ce sera mon choix pour le reste de ma vie. Et déjà, en termes de vision générale, sans centrer spécifiquement sur les femmes noires, ces femmes sont déjà sujettes à de nombreuses critiques, de nombreux commentaires en fait sur ce choix. Tout le fait de ne pas avoir des enfants, apparemment, on peut le commenter ouvertement, socialement, ce qui se passe dans votre utérus et l'affaire de toute la société. Donc on va notamment, parmi tous les témoignages que j'ai trouvés, on va reprocher à ces femmes d'être égoïstes, donc de ne pas vouloir d'enfants pour des raisons superficielles, c'est-à-dire l'idée de ne pas vouloir déformer leur corps, de ne pas vouloir changer leur train de vie, de ne pas vouloir dépenser de l'argent pour d'autres personnes qu'elles-mêmes. On va leur dire également, c'est une phase, c'est parce que tu es dans la vingtaine, tu es dans la trentaine, mais une fois que l'horloge biologique va sonner, tu voudras des enfants, ou alors c'est parce que tu n'as pas encore rencontré le futur père de tes enfants. C'est pas parce que tu n'as pas encore rencontré l'homme, c'est vraiment l'idée, tu n'as pas encore rencontré le futur père de tes enfants. Quand tu rencontreras cet homme, tu voudras des enfants. Et même, du coup, on va culpabiliser ces femmes en disant, mais comment oses-tu
ne pas offrir à l'homme avec qui tu es en couple la possibilité d'être père, d'avoir des enfants. C'est un choix dont tu le prives, c'est extrêmement égoïste de ta part. Donc ça, déjà, ce sont des critiques qu'on entend en général sur les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Aussi, autre critique très forte, c'est leur reprocher d'être carriéristes, c'est-à-dire vouloir faire passer leur carrière avant les enfants, avec cette idée que ça les transforme un peu en femmes monstrueuses parce qu'elles refuseraient un peu le corps de leur féminité, qui est le cœur même de la féminité, c'est l'idée d'avoir des enfants. Donc elles le font passer avant leur propre après leur propre ambition. Ou intérêt, exactement. Ouais. Et c'est dit de manière très critique. Ce sont des critiques qu'on ne reprochera jamais aux hommes. D'ailleurs, le fait qu'un homme puisse ne pas vouloir d'enfants n'est pas le sujet de critique ou d'argumentation de la part de la société entière. C'est là, j'enfonce une porte ouverte, hein, dirons-nous. Oui, la femme doit procréer. La femme doit procréer, voilà. exactement, Cyril. Qui se fait l'avocat du diable, comme toujours. Donc, mais pour rentrer dans la spécificité des femmes noires, donc là, on va rentrer un petit peu dans le contexte. Pourquoi je dis, est-ce que finalement, ce ne serait pas plutôt des valeurs natalistes qui ne seraient pas tant les valeurs des femmes noires, mais plutôt les valeurs d'une communauté, d'une tradition, d'une culture en général? C'est parce qu'il faut bien comprendre, et là, on va un peu contextualiser, on va complexifier le sujet. Le rôle des mères noires dans la communauté est particulièrement important, c'est-à-dire que c'est un pilier de la communauté. Il y a vraiment cette idée que les femmes noires, tout d'abord, ont plusieurs enjeux, c'est-à-dire qu'il y a une idée qu'il faut travailler à la survie de la race. Il y a un enjeu... Ça, la survie de la race. Survie de la race, il y a un enjeu de procréation, et ça, ce sont les critiques qui vont être adressées spécifiquement aux femmes noires qui décident de ne pas avoir d'enfants, c'est-à-dire... Ça, c'est une histoire de féminisme blanc, ça, c'est une histoire de suprématie blanche. Ils sont rentrés dans ta tête et tu travailles en fait à tuer la race. Parce que ton rôle, c'est de faire en sorte que la race noire survive. Donc, il y a quand même des arguments qui vont jusqu'à taper dans le black love, c'est-à-dire il faut se mettre en couple avec des hommes noirs, il faut faire des enfants noirs parce que c'est comme ça qu'on résiste à une suprématie blanche qui a tenté de nous détruire. Donc il y a quand même une idée qu'au-delà de trahir la féminité qu'on reproche aux femmes blanches, pour les femmes noires, ça va même au-delà, elles trahiraient leur race, elles trahissent leur communauté en refusant de procréer. Donc déjà ça c'est un angle, une surface, non. C'est un enjeu en plus pour les femmes noires. Il faut aussi comprendre qu'au sein de la culture noire, au sein des communautés noires, les mamans, les mères sont vues quand même comme des... Bon, la pensée afrocentriste en font même des déesses, des déités. Il y a vraiment cette idée que la culture, la passation de la culture passe par les mères. Ce sont les mères qui vont former les enfants, la génération, et donc s'assurer que la culture survive. Et aussi, ce n'est pas tant les mères, il faut bien comprendre que dans ces cultures ne sont pas simplement réduites au rôle de mères biologiques pour leurs propres enfants. Il y a également une place très importante pour les mères supplétives. C'est-à-dire une maman noire dans la communauté n'est pas seulement maman pour ses enfants biologiques, elle va être maman pour un peu tous les enfants de la communauté, que ce soit neveux, nièces, les marins-parrains, donc ça va être les enfants, ils vont être les marraines, ça va être les enfants des voisins, des voisines, ça va être les enfants qui sont amis de ces enfants. Donc c'est quand même des femmes qui sont la représentation, un peu l'image de la mère, mais pas seulement pour leurs propres enfants. Il y a vraiment cette image de la mère pour toute la communauté, parce que c'est toute la communauté qui élève l'enfant. Donc les femmes ont ce rôle pilier là-dedans, et du coup, et c'est ça, c'est très intéressant, c'est ce qu'a montré le travail de Patricia Hill Collins, il faut bien comprendre qu'au sein de la communauté noire, le fait de devenir mère est en soi une source d'empowerment. C'est même une première étape souvent dans le militantisme, dans l'activisme des femmes noires qui, en passant par le fait de devoir élever des enfants noirs dans une communauté, dans une société profondément raciste, vont du coup commencer à tacler de manière beaucoup plus large les enjeux racistes pour protéger finalement leurs enfants, parce qu'elles ont conscience de la société dans laquelle ils évoluent. Donc le rôle de la mère fait qu'en soi, et on le voit aussi dans les communautés, les femmes noires les plus respectées finalement, ce sont les femmes qui ont cette éthique du care, exactement, cette éthique au service de la communauté. Et donc quand tu remarques bien, c'est vrai que ce sont les femmes qui sont considérées comme la mère, mais de parfois toute une génération, tout un tas d'enfants qui disent c'est pas ma mère, mais je la traite comme ma mère, dans mon cœur c'est ma mère, voilà. Donc la mère supplétive est aussi très importante au sein de la communauté, au point que parmi les critiques qu'on va donner aux femmes noires, ce que j'ai retrouvé, c'est j'ai lu cette critique, je ne peux pas faire confiance à une femme noire qui ne veut pas être mère. Parce que cette idée, c'est même que du coup, elle refuse d'être femme noire au sein de sa communauté, elle refuse de se mettre au service de sa communauté. Et souvent, ce sont des critiques qui sont données à des femmes noires qui pourtant, même si elles n'ont pas elles-mêmes des enfants biologiques, sont dans des positions de mère supplétive depuis un très jeune âge. Que ce soit pour leurs petits frères, petites sœurs,
pour leurs neveux-nièces, pour les voisins, plus elles grandissent, plus elles sont dans des rôles de mères supplétives. Mais le fait qu'elles disent ouvertement « je veux pas d'enfant biologique », tout d'un coup, ça compromet l'idée qu'elles puissent se mettre au service de la communauté. Parce que ça passe par cette position de mère. Donc il y a vraiment, en fait, pour les femmes noires, l'opposition entre devoir et désir. Il y a un devoir au sein de la communauté et finalement ton désir n'a pas sa place dans ce devoir. Et aussi, pour remettre un petit peu dans le contexte historique, il faut aussi comprendre que les femmes noires sont passées massivement au sein de l'économie du travail la fin de l'esclavage, elles ont été largement les nounous des familles blanches. Donc elles s'occupaient en fait des enfants des maîtres et des maîtresses, pendant l'esclavage déjà aussi, mais elles se sont occupées aussi des enfants des familles blanches. Donc la nounou, c'est aussi une image qui a profondément marqué en fait l'image que l'on a des femmes noires, les stéréotypes et les stigmates. Vous avez la nounou et vous avez la matriarche. La nounou, c'est cette femme noire donc, qui s'occupe des enfants maternels complètement désexualisés. La matriarche, c'est cette mère monstrueuse qui a trop d'enfants, femme trop forte, qui quelque part empêche les hommes noirs de prendre leur place dans la famille. Donc il y a les deux facettes en fait du rôle de mère. Et c'est ce qui est très intéressant, ce qu'a montré Patricia L. Collins, c'est que quand on voit l'économie du travail, on se rend compte que même depuis la fin un peu de cet emploi de nounou dans les familles blanches, l'économie du travail s'est transformée au point que Patricia L. Collins parle de profession maternalisante. C'est-à-dire que les femmes noires sont majoritairement dans des emplois comme infirmières, comme travailleuse sociale, comme aide-soignante à domicile, comme aide-soignante dans les maisons de retraite. Donc finalement, on retrouve les femmes noires massivement dans des emplois où elles s'occupent des autres. Et souvent, elles s'occupent encore de la population blanche. Donc, il y a quand même toujours cet aspect de les femmes noires qu'on retrouve finalement dans toutes ces positions d'aider. C'est une construction sociale, ça. Oui, mais quand on regarde un peu l'image qu'on s'attend des femmes noires, on s'attend quand même finalement à quelque chose de maternel. On s'attend même au sein de leur profession à ce qu'elles aient ce care, cette éthique de s'occuper de l'autre. Et même, il y a des études qui vont montrer comment pour les femmes noires, même dans des milieux de travail où il n'y aurait pas cette dimension maternalisante, on se rend compte que dans les missions qu'on leur donne ou ce qu'on attend d'elles, elles doivent, encore une fois, souvent s'occuper des autres, c'est-à-dire former les autres, c'est-à-dire faire plus de travail que les autres pour s'assurer que le travail fonctionne bien. Donc, on s'attend finalement à ce que les femmes noires soient, encore une fois, au service de la communauté avec cette approche de soit nounou, soit matriarche, donc cette approche maternalisante, ce qui est très intéressant finalement. Aussi, il faut comprendre que dans le contexte historique, deuxième facette, c'est que les femmes noires et les femmes portoricaines ont été 80% des femmes à mourir d'avortement lorsque l'avortement n'était pas encore légalisé. Donc il faut comprendre également qu'en dépit de ces valeurs natalistes de la communauté, il y a quand même eu des volontés de la part des femmes noires d'avoir le contrôle de leur corps et donc le contrôle de la possibilité d'enfantement, sauf que l'histoire a fait que les femmes blanches avaient beaucoup plus accès à la contraception, aux soins médicaux et surtout même quand l'avortement n'était pas encore légal, les femmes blanches avaient beaucoup plus d'accès aux avortements illégaux plus safe. Donc des médecins qui avaient quand même les possibilités de faire un avortement. Au contraire, les femmes noires et les femmes portoricaines dans ce cas-ci, les avortements se faisaient souvent de manière... C'était des boucheries en fait. Donc 80% des femmes qui sont mortes durant les avortements illégaux, c'était des femmes racisées. Donc ça, c'est également à prendre en compte dans l'histoire en fait vis-à-vis de ces valeurs natalistes. Donc du coup, on en arrive à, comme j'ai dit, à un contexte actuel où lorsqu'on a une étude qui démontre que les femmes noires et les femmes hispaniques sont des femmes qui veulent toujours autant d'enfants, la question à se poser c'est est-ce que finalement ce ne sont pas plutôt les femmes auxquelles on met plus de pression pour qu'elles aient des enfants, sachant que lorsqu'elles disent ouvertement « je ne veux pas d'enfants », les conséquences sociales et les conséquences de solidarité qu'elles perdent en fait au sein de leur communauté, c'est beaucoup plus étendu que ce qu'une femme blanche, moyenne classe, haute classe a à perdre en disant « je ne veux pas d'enfants ». Parce que le rôle des femmes noires au sein de la communauté, c'est un des rares rôles qui leur donne finalement du pouvoir. Et donc c'est quelque part, lorsqu'elles disent « je ne veux pas d'enfants », l'impact est tel que parfois certaines femmes, et c'est des témoignages que j'ai eus, ont fini par craquer et ont eu des enfants juste pour ne plus subir cette pression vis-à-vis de la société. Ce qui amène encore à un deuxième tabou, mais qu'on ne traitera pas dans la chronique, sinon la chronique sera trop longue. Mais il y a un autre tabou qui commence à avancer en fait dans les discours, c'est-à-dire ces femmes qui ont eu des enfants et qui le regrettent. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai trouvé très peu de sources dessus parce que c'est vraiment démoniser l'idée qu'une femme puisse avoir des enfants. Même les rares témoignages que j'ai trouvés, elles disent, j'ai beau dire que j'aime mes enfants, je dis juste que le prix que j'ai à payer constamment sur ma vie actuelle est tel que si j'avais à le refaire, il se pourrait que je ne le fasse pas.
Et donc, cette idée, ça déclenche Ah ouais, de là, tels je suis un débats. démon, là, Jade. Oui. Je te le dis, là. Ça démonise, Ça, en fait, c'est tabou. très Ouais, mal je suis un traité. démon. Donc, il faudra que j'en traite, en fait, dans Ah une ouais, chronique, ouais, parce que parce clairement, là, ça je a rentre piqué dans la... Cyril. Ouais, là, je rentre dans la Mais catégorie ça démon. emmène une autre problématique, parce que du coup, la pression sociale est telle que des femmes se retrouvent à avoir des enfants, parfois même, souvent même, sans même se demander si elles veulent des enfants, si elles se voient mères, tout simplement parce que c'est l'étape qu'on attend d'elles. C'est-à-dire que c'est pas tant est-ce que tu voudrais avoir un enfant, comme on pourrait demander est-ce que tu comptes un jour acheter une maison ou pas, et puis on prend en compte l'idée que non, peut-être pas que j'ai envie d'être propriétaire, mais on part du principe que les femmes vont à un moment donné avoir des enfants, au point que les femmes intériorisent cette idée. Et on se retrouve dans les cas, malheureusement, qui peuvent être catastrophiques, où des femmes Tu viens de comparer Oui. la volonté. La métaphore était peut-être légère, mais c'est pour montrer à quel point certains engagements, on va constamment les discuter, demander l'avis, le pourquoi, alors que dans le cas des enfants, on va constamment demander aux femmes qui n'en veulent pas, mais pourquoi tu n'en veux pas? Alors qu'une femme qui dit, j'aimerais bien avoir 1 ou 2 enfants, personne ne va dire, mais pourquoi tu veux des enfants? Même quand on pose cette question, ce serait dire, je te vois vraiment pas comme mère, c'est même une insulte. Personne, quand une femme dit je veux des enfants, là-bas, c'est pas demander mais pourquoi t'en veux, est-ce que tu te vois mère? On part du principe, oui, t'es une femme, bien sûr que tu veux des enfants. Pourtant, vu l'engagement que ça demande, l'impact que ça a sur le train de vie, et je vous montrerai un graphique qui montre que le salaire d'un homme et le salaire d'une femme après leur premier enfant, la chute du salaire des femmes est astronomique par rapport à l'homme qui n'a aucune chute. Là encore, j'ouvre une porte ouverte. Et elle ne récupère jamais, en fait, ne serait-ce qu'au niveau des finances, elle ne récupère jamais les finances qu'elle avait avant d'avoir un enfant. Donc l'impact est énorme dans le fait d'avoir un enfant pour une femme, et pourtant on part du principe que bien sûr elle en voudra. Et pour les femmes noires, ça va encore plus loin, on part du principe qu'être une femme noire, ça veut dire à un moment donné ou à un autre, être mère. Et être mère au sein de la communauté noire. Donc je vous laisse là-dessus si vous voulez en discuter. Est-ce que parmi vous, il y en a qui envisagent de ne pas avoir d'enfants, et les réactions que vous avez pu avoir, sachant que ce que j'ai pu voir, les réactions parfois les plus grandes venaient même au sein de la communauté, c'est-à-dire des hommes noirs, des femmes noires. Les réactions étant bien plus négatives, en fait, à une femme noire qui disait « je ne veux pas d'enfant ». Je serais très ravie d'avoir ce débat là-dessus. C'est compliqué, ton sujet. Non, mais tu le vois, en fait. Tu es allé chercher des choses, je m'interroge sur moi-même, des conceptions que j'ai eues, une manière de voir les choses, sur 2-3 trucs. J'allais te dire, ouais, ok, je comprends ça. Et puis après, je dis, ouais, c'est vrai que... Ouais. Non, mais naturellement... J'ai interpellé Cyril. Non, mais naturellement, je vais demander, mais pourquoi tu veux pas d'enfant? Oui, mais tu vas jamais demander, mais pourquoi tu veux des enfants? Tu vois, un peu, honnêtement, je le dis, tu vois. D'emblée, comme ça, une femme qui se présente devant moi, ah non, moi, je veux pas d'enfant. C'est sûr que je vais demander, mais pourquoi tu veux pas d'enfant? Tu vois. Est-ce que c'est mon éducation, c'est ma culture, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est un mécanisme qui rend... Voilà, je vais lui dire... Voilà. Qui rend notre réaction comme un réflexe qui nous empêche même de nous interroger. Tu vois, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux pas d'enfant? Et là, je commence à... Ouais. J'aime quand il y a un avant et un après ma chronique. Oui, non, mais là, c'est... Non, en fait, je ne voyais pas ça comme ça quand on en a parlé. Là, je ne voyais pas ça venir comme ça. Et puis, c'est compliqué. Il est sombre, le Cyril. Ouais, c'est compliqué. Tiens, je crois que je vais venir sur ta vidéo là pour faire mes commentaires parce que... Oui, j'ai hâte de voir ça. Ça me perturbe, pour nos auditeurs qui nous suivent en live sur Facebook, petite surprise, il y a du monde dans les locaux. Oui, regardez, non, Chiakoun est ici, ma petite sœur est là, regardez, coucou, et ma femme est ici. Et bien sûr, nous avons Cyril. C'est pour ça qu'on a dit, comment? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Showtime. Comment vous voulez faire une émission sérieuse avec ça? Merci Jade. Donc je dis, non, il faut que je réagisse. C'est compliqué ton histoire. On se dit à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine.